Il y a encore quelques jours, Corinne Leclerc se rendait à la prison de Nancy pour voir sa sœur Sylvie, en détention provisoire depuis 4 ans. Moi j'y vais, là j'ai des angoisses énormes de me dire dans quel état je vais la trouver. Toutes les nuits elle fait des cauchemars, elle voit du sang toutes les nuits, elle est détruite, elle est détruite. Sylvie Leclerc, 54 ans, y est incarcérée pour le meurtre de Gérard, son compagnon depuis 35 ans. 3 quarts d'heure plus tard, Corinne sort éprouvée du parloir. À l'approche du procès, sa sœur n'a pas le moral. Ça fait quand même 4 ans qu'elle est incarcérée, je pense qu'elle a été énormément punie là. J'espère qu'on arrivera à la fin. Après de longues années derrière les barreaux, Sylvie Leclerc compte bien s'expliquer sur son geste incompréhensible. Cette mère de famille vient en effet d'être jugée pour le meurtre de son conjoint Gérard, 58 ans. Sylvie Leclerc a reconnu les faits, affirmant subir depuis très longtemps des brimades et des sévices de la part de son compagnon. Chaque année en France, 223 000 femmes affirment être victimes de violences conjugales. Et comme Sylvie Leclerc, 25 tuent leur mari ou leur compagnon accusé d'être violent. Comment cette femme a priori sans histoire a-t-elle bien pu en arriver là? Jarville, une banlieue populaire de Nancy coincée entre les autoroutes. C'est dans ce quartier HLM qu'habitait la fille de Gérard et de Sylvie. Nous l'appellerons Alice. Le drame ayant fait grand bruit, la jeune femme préfère rester anonyme. La famille partageait un modeste 2 pièces dans l'une des tours de la cité. C'était l'appartement au 3e. Ce mardi 15 mai 2012, toute la famille vaque à ses occupations comme à son habitude. On est allé faire des courses avec ma mère pendant que mon père faisait sa sieste. Quand nous sommes entrés, il s'est levé. Ensuite, donc, ils ont gardé la scellée, tous les deux. Je devais sortir le soir, donc je suis partie vers 19h30. Ils étaient tous les deux allongés dans le lit, main dans la main. Il y avait une tension dans la journée, Non, une dispute? pas ce jour, non. En rentrant d'une soirée passée avec des copains, Alice est loin de se douter qu'un drame a eu lieu dans l'appartement familial. Je suis montée et j'ai découvert les scellés sur la porte d'entrée, tout simplement. Qu'est-ce qui est marqué sur les scellés? Homicide volontaire, Leclerc Sylvie. La jeune femme se rend au commissariat. Sur place, un enquêteur préfère être franc avec elle. Il m'a dit, votre mère a tué votre père avec un fusil. Comment on réagit là? On n'y croit pas vraiment. Il est 21h45. Après une soirée télé, Sylvie Leclerc prend la carabine de Gérard pour l'abattre en plein sommeil. Leur famille et leurs proches sont stupéfaits, car en apparence, ils formaient un couple sans histoire depuis 35 ans. Issue d'une famille modeste de 8 enfants, Sylvie quitte le domicile familial à 18 ans. Elle travaille dans une usine de confection. C'est une jeune femme courageuse et heureuse de vivre, comme on le voit sur cette photo prise avec des collègues de travail. Rapidement, elle rencontre Gérard, 8 ans de plus, un séducteur, surnommé Cowboy par ses copains de bistrot. Après avoir vécu longtemps séparément, Gérard et Sylvie s'installent ensemble et donnent naissance à Alice, leur fille unique. Gérard trouve un boulot d'éboueur et travaille toutes les nuits dans les rues de Nancy. Sylvie, elle, quitte l'usine pour devenir vendeuse, puis femme de ménage. Priscilla est la fille de la première compagne de Gérard. Cette femme de 32 ans le considérait comme son père, un homme qu'elle aimait profondément. C'était quelqu'un de très gentil, de calme, qui était très généreux, familial. Pour Priscilla, Sylvie Leclerc n'avait aucune raison de le tuer. Elle semblait même heureuse avec lui. Il a quand même fait tout pour elle, pour sa fille, voilà. Elle était tout le temps après mon père, quoi.
tout le temps. Comme un couple normal. Il devait y avoir quand même des disputes. Mais de là, elle lui tirer dessus, et puis... C'est gros quand même. Lors de sa garde à vue, Sylvie Leclerc va livrer une mystérieuse explication sur son geste criminel. Le soir du drame, elle aurait entendu dans sa tête une voix qui lui aurait dit que Gérard était le mal. Elle aurait alors attrapé le fusil de son compagnon endormi dans le canapé-lit conjugal. On m'a dit de prendre l'arme, de mettre des balles. Mon cerveau parlait tout seul. Vas-y, fais-le, tu seras tranquille. J'ai regardé Gérard, j'ai tiré. Et là, ma tête était libre. Après avoir abattu Gérard d'une seule balle tirée en plein thorax, Sylvie dévale les escaliers pour se réfugier chez les voisins du dessous. Elle leur avoue avoir tué Gérard pour mettre fin à des années de violence morale et physique. Corinne, sa sœur, était l'une des rares à recueillir ses confidences. Selon elle, Gérard lui faisait subir des brimades et des humiliations quotidiennes. Le matin, quand il partait travailler, je ne sais plus à quelle heure, 2-3 heures du matin, je ne me rappelle plus, elle était obligée de se lever, de lui préparer son petit déjeuner. Elle devait se mettre assise sur ses genoux puis lui dire qu'elle l'aimait. Si elle lui disait pas ça, c'était des scènes horribles. Et quand il partait, il fallait qu'elle le guette par la fenêtre, jusque temps qu'elle ne le voyait plus. La nuit, il l'empêchait de dormir. Il ne voulait pas qu'elle ferme les yeux. Il lui a vidé le cerveau, il l'a détruit. Psychologiquement, il l'a détruit. Sylvie, victime de harcèlement moral, mais pas seulement. Elle aurait aussi enduré des coups et même des sévices. Une fois, j'ai vu qu'elle avait des marques de strangulation dans le cou. Et elle mettait une grosse écharpe. Et puis, j'avais vu quelque chose, j'ai tiré l'écharpe. Je dis, qu'est-ce que c'est de ça? C'est rien, elle cachait tout. Elle disait que c'était le chat qui l'avait griffé. Je lui dis, tu te moques de moi, c'est lui. Elle avait un tatouage sur le bras, ses initiales, Leclerc Sylvie. Pendant plus de 8 jours, il a pris une boule de gros sel. Et tous les jours, il lui frottait. Il lui frottait pour que le tatouage puisse disparaître. Elle a une cicatrice comme ça, un trou dans le bras. Parce que c'est parti, avec du mal, mais c'est parti. Mais vous imaginez la souffrance. Puis tout ce qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on ne sait pas. Après s'être tue pendant des années, Sylvie décide enfin de vider son sac. En prison, elle raconte sa vie sur un petit carnet d'écolier qu'elle a confié à ses avocates. De son écriture appliquée, elle dénonce des violences sexuelles qui auraient eu lieu dans le huis clos de la chambre conjugale. Ma vie, mon silence. Mon cœur battait très fort en revoyant son visage terrifiant lorsqu'il me violait. Il m'avait à lui toute seule, et là il a commencé à me manipuler, à m'enfermer, à me priver de ma liberté, de ma famille. Selon ses dires, Sylvie se serait résignée à cette vie infernale pendant des années. Mais à l'automne 2010, fatiguée de cette existence, elle décide de changer d'air. En ouvrant son courrier, Gérard découvre que Sylvie a quitté la région. C'était une lettre de Sylvie qui lui expliquait en quelques lignes qu'elle le quittait, qu'elle en avait marre de la routine. Elle disait qu'elle s'était beaucoup sacrifiée aussi par rapport à leur fille. Et que sa vie ici lui convenait plus, quoi. En 28 ans de ma vie, j'avais jamais vu mon père pleurer. Il a pleuré devant moi. Ça fait mal, quoi. Lors d'un voyage en Tunisie avec sa mère et sa sœur, Sylvie s'amourage d'un homme plus jeune rencontré dans un club de vacances. Elle décide de s'installer avec lui. Mais au bout de 3 mois, la petite escapade amoureuse tourne court. Retour à la case départ, Sylvie décide de recontacter Gérard. Elle lui a téléphoné parce qu'elle non plus, d'un côté, ne pouvait pas vivre sans lui. Puis elle n'avait plus personne, elle n'avait plus rien. Elle s'est dit qu'en retrouvant lui, elle me retrouverait moi.
Mon père nous a promis beaucoup de choses, qu'on achèterait une maison, qu'on ferait des sorties, qu'on irait au ciné, qu'on irait au resto. C'est reparti comme avant. Mais la suite vire à l'enfer. Gérard se serait montré encore plus jaloux et tyrannique, selon la sœur de Sylvie. Après, ça a été que de la vengeance, autant verbale que physique. Quand je suis montée à l'appartement, quelqu'un vient m'ouvrir la porte. Je vois une jeune fille avec des longs cheveux. Et je rigole, je dis « Bonjour, quelle est Sylvie ?» Je croyais que c'était une copine de la gosse, moi. Elle me fait rentrer, puis elle arrive derrière moi. Elle me dit « Tu m'as pas reconnue ?» Elle avait la perruque sur la tête. Il lui faisait porter une perruque. J'ai été choquée par la perruque. Je lui ai dit « Pourquoi tu mets ça ?» Et le cow-boy était là. « Elle est belle comme ça. » Je lui ai dit « Pourquoi qu'elle met ça ?»« Parce que j'aime bien. » Alors elle met sa perruque. Je lui ai dit « N'importe quoi. » « Si je sors avec. » Elle était contente. Gérard en aurait donc fait sa chose, son jouet. Il l'aurait par exemple forcé à s'habiller comme il voulait, ou encore à marcher dans la rue les yeux baissés. Plus inquiétant, Gérard apporte un fusil de chasse et il aurait menacé de s'en servir à la moindre contrariété. Il lui faisait peur avec le fusil. Elle tremblait quand elle voyait ça. Il voulait tuer ma mère et une de mes sœurs, et Sylvie en plus, dans le but de se venger, parce que ma sœur était partie en Tunisie avec ma mère et ma sœur, une de mes sœurs. Elle voulait faire un carnage. C'est pas un mort qu'on aurait eu. C'est pour ça qu'elle a fait ce geste-là, pour protéger ma mère et une de mes sœurs, parce qu'elle savait qu'il le ferait. Elle savait. Sylvie Leclerc aurait donc décidé de se débarrasser d'un monstre qui lui faisait vivre l'enfer. Ce portrait terrifiant, l'avocat de la famille de Gérard le conteste. Pour Manuel Pereira, il n'y a pas dans le dossier la moindre preuve concrète de violence conjugale. Nous n'avons aucun certificat médical qui atteste d'hématome, qui atteste de violence. On n'a pas d'arrêt maladie. On n'a pas, puisque bien des femmes qui se font battre ne déclarent pas forcément avoir été battues, mais parfois sont obligées d'aller chez le médecin parce qu'elles ont été battues et qu'elles vont déclarer « je suis tombée », elles vont déclarer autre chose. Rien. On n'a absolument rien dans ce dossier qui vienne attester de la réalité des coups. C'était quelqu'un qui avait une vie sociale, qui travaillait. Madame Leclerc disposait d'une grande liberté. Elle a pu partir seule en vacances avec sa mère et sa sœur. Pourquoi Sylvie Leclerc n'a-t-elle rien dit pendant toutes ces années? Pourquoi est-elle retournée avec Gérard après l'avoir quitté durant plusieurs mois? Ses avocates ont peut-être une explication. Nathalie Tomasini et Janine Bonaggiunta ont défendu plusieurs femmes battues ayant tué leurs compagnons, comme Jacqueline Sauvage, condamnée pour avoir tué son mari tyrannique avant d'être partiellement graciée par François Hollande. Engagée par Sylvie Leclerc, ces deux ténors du barreau veulent prouver qu'elle était devenue la prisonnière de Gérard. Ce drame met en lumière une notion essentielle, celle de l'emprise mentale dans le couple. On va essayer de sensibiliser aussi les jurés au fait qu'elle a fait quand même 3 ans, pratiquement et demi, de détention provisoire à ce jour. C'est une admission. Voilà. Ça se fait petit à petit, en coupant une femme, un individu, d'une manière générale, de toute autonomie, qu'elle soit sociale, économique, affective. À un moment donné, quand vous êtes tout seul avec votre bourreau, vous ne pouvez pas imaginer qu'il existe une autre manière de vivre. Et c'est ce cycle de la violence permanent entre je t'aime mais je te frappe mais je t'aime, et la victime se laisse faire, elle est prise au piège. L'emprise, voilà pourquoi Sylvie Leclerc n'aurait jamais réussi à sortir des griffes de Gérard, son bourreau. Aux assises de Nancy, ses avocates n'ont pas hésité à demander son acquittement. Car selon elle, la répétition des violences conjugales a altéré les facultés mentales de Sylvie. À la barre, elle a notamment expliqué qu'elle se sentait menacée. Elle aurait pris les devants en abattant Gérard d'un coup de fusil alors qu'il dormait. Pourtant, Sylvie n'était pas en situation de légitime défense à ce moment-là. Ce geste fatal, alors qu'elle n'était pas en danger, Priscilla, la belle-fille, ne le comprend pas. Régulièrement, elle se rend sur la tombe de Gérard, avec en elle
toujours la même colère froide. Je comprends pas vraiment son geste. Je lui en veux. Parce que même si ça n'allait pas dans son couple, il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. Elle était partie, elle n'avait qu'à repartir. Si vraiment il était comme elle prétend.